À la fête de promotion de mon frère, il a cru bon de me présenter ainsi: voici ma sœur, sans diplôme, sans avenir, juste un poids pour la famille. Tout le monde, y compris nos parents, a ri. Je n'ai pas scié. J'ai juste souri, levé mon verre et dit: santé, c'est la dernière fois que vous me voyez tous. Puis je suis parti. La pièce est devenue complètement silencieuse. Ce moment a été le point de rupture, l'humiliation finale qui a tout changé. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là, comment une vie de non-dit et de mépris a pu exploser en une seule soirée, il faut que je vous raconte tout depuis le début. Avant de plonger dans les détails de cette soirée cauchemardesque, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. De quelle ville, de quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent, et savoir que nous partageons ce moment, malgré les distances. Maintenant, revenons à Lyon, quelques jours avant que ma vie ne bascule. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans. Ma vie est un diptyque, 2 tableaux que je m'efforce de maintenir séparés. Le premier tableau, c'est ma vie publique. Celle d'une serveuse à la Brasserie Lumière, un cœur battant sur le plateau de la Croix-Rousse. C'est un lieu honnête, bruyant, rempli de vie. Le matin, l'odeur du café fort se mêle à celle des croissants chauds. Le midi, c'est le balai incessant des assiettes, le cliquetis des verres, le brouhaha des conversations qui s'entremêlent. J'y travaille depuis 9 ans. Je connais les habitués par leur nom, je sais si Monsieur Dubois prendra son steak saignant ou à point, si Madame Rossi voudra un supplément de frites. Il y a une sorte de beauté dans ce rituel, une dignité dans le service. Je me souviens d'un couple de touristes âgés, perdus et fatigués, que j'ai installés à une table au calme. Je leur ai parlé de la ville, leur ai recommandé des plats simples. À la fin, la femme m'a pris la main et m'a dit avec des larmes dans les yeux: merci, vous avez été le premier sourire que nous avons vu aujourd'hui. Ce jour-là, en rentrant, je me sentais riche. Mais ce n'est pas une richesse que ma famille peut comprendre. Le deuxième tableau, c'est ma vie secrète. Elle commence quand les lumières de la ville s'allument. Quand Bastien, mon fils de 10 ans, dort paisiblement dans sa chambre, la porte entr'ouverte. Notre petit appartement de Vèze, avec ses parquets qui craquent et sa vue sur les toits, devient alors mon sanctuaire. La table de la cuisine se transforme en bureau d'études. Mon vieil ordinateur portable, lent mais fidèle, s'ouvre sur un autre monde, celui des cours du soir en ligne. Gestion des PME, stratégie marketing, droit du travail. Chaque chapitre lu, chaque devoir rendu est une pierre que j'ajoute à l'édifice de ma future liberté. C'est épuisant, de mener ces 2 vies de front. Il y a des soirs où mes yeux se ferment tout seuls sur les pages de mon manuel de comptabilité. Mais la pensée du visage de Bastien, et la promesse d'un avenir où personne ne pourra plus nous dicter notre valeur, me donne une force que je ne soupçonnais pas. Ce secret me nourrit. C'est ma revanche silencieuse sur un monde qui m'avait déjà classé dans la catégorie des cas désespérés. Bastien est le centre de ces 2 mondes. Il est le soleil autour duquel ma petite planète tourne. Il a la sensibilité d'un artiste et la loyauté d'un chevalier. Quand je rentre, épuisé après un double service, il a souvent préparé la table, avec une fleur cueillie dans le petit parc en bas de l'immeuble. Il ne pose pas de questions quand il me voit les yeux cernés le matin. Il me fait juste un câlin plus fort. Avoir Bastien à 28 ans a été le meilleur choix de ma vie. Son père, un homme charmant mais éphémère, est parti chercher son inspiration ailleurs, nous laissant avec quelques belles promesses et un loyer en retard. Mais il m'a laissé le plus beau des cadeaux. Pour ma mère, Martine, et mon frère, Grégoire, ma situation était la chronique d'un échec annoncé. Tu vois, Élise, voilà où mène le fait de suivre son cœur plutôt que sa raison. C'est ce que Grégoire m'avait dit un jour, avec un petit sourire suffisant. Leurs voix. Elles sont le bruit de fond de ma vie. Un bourdonnement constant de critiques et de comparaisons. Grégoire, le fils parfait. Diplômé de l'EM Lyon, une carrière fulgurante dans la finance au quartier de la Pardieu, un appartement avec vue, une fiancée issue d'une grande famille. Et moi. La pièce rapportée. Le vilain petit canard. Leurs paroles, au fil des ans, ont creusé des sillons dans mon estime de moi. La plupart du temps, je les comble avec l'amour de Bastien, la gentillesse de mes clients, la fierté de mes petites réussites nocturnes. Mais parfois,
dans un moment de faiblesse, un doute s'infiltre. Et si j'étais vraiment celle qu'ils décrivent? Une rêveuse, une incapable, une ratée? C'est dans cet état d'esprit, un mardi après-midi pluvieux, que mon téléphone a vibré sur le comptoir du bar. Le nom de ma mère s'est affiché. Martine. Un simple prénom, mais qui portait le poids de 38 ans de jugement. Mon cœur a raté un battement. J'ai fait signe à mon collègue, j'ai séché mes mains sur mon tablier, et je suis allée m'isoler. J'ai appuyé sur le bouton vert, une boule au ventre. Allô, maman? Ma voix était un peu tremblante. Je ne le savais pas encore, mais le fil de cette conversation allait me mener tout droit au bord du précipice. Élise? Martine à l'appareil. Sa façon de se présenter, comme si elle était une administratrice appelant pour une formalité, donnait immédiatement le ton. Aucune chaleur, aucune familiarité. Juste une distance polaire. Je ne te dérange pas en plein travail, j'espère? La question était purement rhétorique. Elle savait que le service du midi battait son plein. C'était sa manière de souligner l'insignifiance de mon emploi du temps par rapport au sien. Non, maman, je suis en pause. Que se passe-t-il? Ai-je menti, accoudé contre un mur froid dans la réserve? Une nouvelle merveilleuse. Ton frère. Grégoire. Il vient d'être promu directeur des investissements stratégiques. Elle a prononcé le titre avec une lenteur et une emphase presque religieuse. Imagine. Si jeune. Nous sommes tellement fiers. Sa carrière est une véritable inspiration. Une inspiration. Le mot était choisi pour me blesser. C'est une excellente nouvelle. Tu le féliciteras chaleureusement de ma part. Tu le feras toi-même, Élise. Il est temps que tu sortes un peu de ton trou. Nous organisons une grande réception pour lui samedi soir. À l'hôtel Bellecour. Le salon Édouard Herriot. Que du beau monde. Toute la famille d'Amandine sera là, bien sûr. Son père est un homme très influent, tu sais. Chaque phrase était une démonstration de force, une façon de me rappeler à quel point mon monde était petit et le leur, grand et important. D'accord, maman. Je vais m'organiser avec Bastien. Le silence qui a suivi était lourd de reproches. Élise, a-t-elle finalement dit, sa voix baissant d'un ton, devenant sifflante. Soyons clairs. C'est la soirée de Grégoire. C'est crucial pour ses relations professionnelles. Je ne veux aucun incident. Je compte sur toi pour que Bastien se tienne à carreau. Les enfants, à cet âge, peuvent être si imprévisibles. Et pour ta tenue, je t'en prie, fais un effort. Pas une de tes petites robes de serveuse. Quelque chose de décent. Décence. Incident. Des mots qui transformaient mon fils en une bombe à retardement et moi, en une sorte de cendrillon mal fagoté. La colère m'a envahi, une vague rouge. J'ai serré les poings. Bastien est un enfant très bien élevé, maman. Et je porterai ce que je jugerai approprié. Ne me parle pas sur ce ton, a-t-elle rétorqué, glacial. Je ne fais que te donner un conseil pour ton propre bien. Samedi, 20h. Sois à l'heure. Et elle a raccroché. J'ai fixé le mur pendant une longue minute, le cœur battant à tout rompre. Je me sentais souillée. Mais le pire était à venir. Le jeudi, en allant chercher Bastien à l'école, la maîtresse m'a demandé de passer voir le directeur. L'inquiétude m'a immédiatement saisie. Dans son bureau, M. Fournier avait l'air profondément mal à l'aise. Madame, a-t-il commencé, en joignant ses mains sur son bureau, je suis désolé de vous convoquer pour cela. Nous avons reçu un courrier électronique. Anonyme. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. C'était un long texte, rédigé dans un langage formel et faussement bienveillant. Je l'ai lu, et chaque mot était comme une gifle. Il parlait de préoccupations légitimes quant à l'environnement de Bastien. Il mentionnait mon statut de mère isolée, mon emploi précaire de serveuse, et s'interrogeait sur l'absence d'un modèle masculin stable et ambitieux. Le texte suggérait que mon mode de vie pourrait avoir des conséquences négatives sur les résultats scolaires et le comportement de mon fils. Il se terminait par une phrase abominable,
nous espérons que l'école prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que ce cas particulier ne tire pas le niveau général de la classe vers le bas. Le souffle m'a manqué. C'était une exécution. Une tentative de me salir non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que mère, en utilisant l'institution la plus importante dans la vie de mon fils. C'était diabolique. Qui a pu écrire ça, ai-je balbutié, les larmes brouillant ma vue. Je l'ignore, a dit monsieur Fournier, et je voyais bien qu'il était sincèrement navré. Mais je veux que vous sachiez une chose, Élise. Cette lettre est une ordure. Bastien est un de nos meilleurs élèves. Il est intelligent, gentil, respectueux. Il est la preuve vivante que vous êtes une mère exceptionnelle. Ce torchon finira à la poubelle, là où est sa place. Ces mots étaient un baume, mais le poison était déjà instillé. En sortant de l'école, main dans la main avec mon fils qui me racontait joyeusement sa journée, une certitude glaciale s'est emparée de moi. Ce style. Cette cruauté déguisée en sollicitude. Je connaissais cette signature. C'était celle de ma mère ou de Grégoire. Ils n'avaient pas seulement franchi une ligne, ils l'avaient pulvérisée. Ils ne se contentaient plus de m'humilier, ils essayaient activement de saboter ma vie, d'utiliser mon fils comme une arme contre moi. Cette nuit-là, la peur s'est transformée en une rage froide et déterminée. Ils voulaient la guerre ? Ils l'auraient. Cette fête n'était plus une corvée. C'était une confrontation inévitable. Et j'allais m'y présenter, non pas en victime, mais en combattante. Pour moi. Et surtout, pour Bastien. Pour affronter une bataille, il faut une armure. La mienne n'était pas faite d'acier, mais de souvenirs. Face à la noirceur de ma mère et de mon frère, je me suis enveloppée dans la lumière de mon père, Jean-Pierre. Il était mon or, ma boussole morale. Toute ma vie, il avait été la preuve vivante qu'on pouvait réussir sans écraser les autres, qu'on pouvait être riche sans être pauvre de cœur. Sa plus grande fierté n'était pas son portefeuille d'actions, mais les étagères de sa bibliothèque qui ployaient sous le poids de la sagesse du monde. Camus, Montaigne, Simone Veil, ils étaient ses vrais conseillers. Un souvenir en particulier m'est revenu avec une clarté douloureuse, un de ces moments qui définissent une famille. C'était pour mon 16e anniversaire. Grégoire, qui venait d'entrer dans une prestigieuse prépa parisienne, était rentré pour le week-end. Ma mère avait organisé un dîner. Grégoire, pour me faire honneur, avait annoncé à toute la tablée qu'il était premier de sa classe. Ma mère avait applaudi, déclarant que c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Puis, ce fut le tour des vrais cadeaux. Il m'avait offert une montre de marque, chère, froide et impersonnelle. Un investissement, selon Grégoire. Mon père, lui, était resté silencieux. Après le dîner, il m'a prise à part. Il m'a tendu une petite boîte plate. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait un set de fusains de la meilleure qualité et un carnet de croquis au papier épais. « Je vois comment tu regardes le monde, Élise, m'avait-il dit, sa voix douce. Ne perds jamais ça. C'est ton vrai talent. Pas les notes, pas les classements. Ta façon de voir la beauté là où les autres ne voient rien. » Ce soir-là, j'ai compris qu'il était le seul à me voir vraiment. La montre est dans un tiroir, je ne l'ai jamais portée. Le carnet, lui, est rempli de dessins qui ont été ma seule échappatoire pendant des années. Cette clairvoyance, cet amour inconditionnel, a été mon salut quand, à 28 ans, je lui ai annoncé ma grossesse. J'étais terrifiée. Le père de Bastien venait de m'annoncer qu'il n'était pas prêt. J'étais seule. La scène dans le salon familial a été d'une violence inouïe. Ma mère a parlé de « ruiner ma vie », de « honte sur la famille ». Grégoire, avec un ricanement, m'a demandé si je savais au moins comment j'allais payer pour mon erreur. J'étais en train de me noyer dans leur mépris. Mon père s'est levé. Il n'a pas crié. Il a simplement dit « assez ». Un mot. Le silence est tombé. Il est venu vers moi, m'a prise dans ses bras et a dit, assez fort pour que les autres entendent, « Tu n'es pas seule. Nous allons accueillir cet enfant avec amour. C'est un membre de notre famille. » Fin de la discussion. Et il a tenu sa promesse au-delà de toute espérance. Il a été mon complice, mon soutien secret. C'est lui qui a trouvé mon appartement à Vèze,
qui a payé la caution en disant à ma mère que c'était près d'un ami. C'est lui qui venait le soir après son travail, non pas pour me faire la morale, mais pour monter les meubles de la chambre du bébé. Le jour de la naissance de Bastien, il a été le premier à l'hôpital. Il a pris son petit-fils dans ses bras, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il est parfait, Élise. Tu as fait une chose merveilleuse. Le fonds fiduciaire qu'il a créé pour Bastien était son ultime acte de prévoyance. Il savait. Il savait qu'après sa mort, je serais seule face à eux. Il a confié la gestion à son notaire, Maître Dubois, avec des clauses si strictes que même le plus retors des avocats n'aurait pu les briser. Plus de 50 000 € sanctuarisés. C'est sa liberté, Élise, m'avait-il expliqué. La liberté de choisir, de ne dépendre de personne. Surtout pas de nous. Son cancer du pancréas a été diagnostiqué quelques mois plus tard. La maladie a été une épreuve terrible, mais elle a aussi révélé la vraie nature de chacun. Ma mère se plaignait du coût des traitements. Grégoire ne venait que rarement, parlant de « réunions importantes ». Moi, j'y passais mes jours et mes nuits, avec le petit Bastien qui faisait des dessins pour son « papy ». Juste avant de partir, il m'a serré la main. Sa force était presque partie. « Ne les laisse pas t'éteindre, ma fille », a-t-il murmuré. « Ta lumière est plus forte que leur ombre. » Ces mots étaient gravés en moi. Ils étaient mon bouclier. En enfilant ma robe bleue pour la fête, je ne me sentais pas comme une victime allant à l'abattoir. Je me sentais comme une gardienne. La gardienne de l'héritage de mon père. Un héritage non pas de chiffres et de biens, mais de courage, de dignité et d'amour. Et cet héritage, personne ne pourrait jamais me le prendre. J'allais à cette fête pour honorer sa mémoire, pour lui montrer qu'il ne s'était pas trompé sur moi. J'étais forte. Plus forte qu'ils ne le pensaient tous. Le trajet en taxi jusqu'au 6e arrondissement a été silencieux. Bastien, sentant ma nervosité, avait posé sa petite main sur la mienne. Il me posait des questions innocentes qui me brisaient le cœur. « Maman, pourquoi on ne va jamais dans des endroits aussi chics? Est-ce que tonton Grégoire est très riche? Pourquoi mamie Martine a l'air toujours fâchée quand elle nous voit? Comment expliquer à un enfant de 10 ans la complexité toxique de sa propre famille? » Je me contentais de réponses évasives, un goût amer dans la bouche. L'hôtel Bellecour se dressait devant nous, majestueux et intimidant. Chaque dorure, chaque tapis épais semblait me crier que je n'étais pas à ma place. J'ai pris une grande inspiration, comme un plongeur avant de sauter dans l'eau glacée. « Prêt, mon champion ?» ai-je demandé à Bastien. Il a hoché la tête, courageux. Dès que nous avons franchi les portes du salon, j'ai senti le changement de pression, comme si l'air était plus lourd, plus dense. C'était un monde de faux-semblants, de sourires calculés et de jugements murmurés. Ma mère nous a vus de loin et s'est dirigée vers nous. Son visage était un masque de parfaite hôtesse, mais ses yeux étaient froids comme l'hiver. « Vous êtes en retard » a-t-elle sifflé, sa première phrase. Nous avions 5 minutes de retard. « Bonsoir, maman. Tu es très élégante. » Heureusement, a-t-elle répondu, son regard me scannant de haut en bas, s'arrêtant une seconde de trop sur ma simple robe bleue. J'ai une réputation à tenir. Puis, elle a commis l'acte de cruauté ultime. Elle s'est tournée vers une de ses amies qui s'approchait, une femme couverte de bijoux, et a dit, assez fort pour que je l'entende parfaitement, « Je te présente ma fille, Élise. » Oui, celle dont je t'ai parlé. C'est admirable, n'est-ce pas, cette simplicité. Elle fait de son mieux avec les moyens du bord, la pauvre. Le mot. La pauvre. Jetée comme une pièce à un mendiant. L'humiliation a été si intense qu'elle m'a presque fait vaciller. Son ami m'a gratifié d'un petit sourire condescendant, un mélange de pitié et de dédain. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'aurais voulu disparaître, me fondre dans le sol. « Viens, Bastien » ai-je murmuré, tirant mon fils par la main, le cœur battant la chamade. « Allons trouver notre table. » La table 17. Tout au fond. Coincée entre une plante verte massive et les portes battantes menant aux cuisines. L'exil. C'était presque comique de nullité. De là, nous avions une vue parfaite sur la table d'honneur, où ma mère, mon frère et sa fiancée trônaient, recevant les hommages de leurs courtisans.
Assise là, je me sentais comme une pièce de musée dans une exposition sur l'échec. Les gens passaient, jetaient un coup d'œil curieux, puis détournaient le regard. J'étais une anomalie dans leur monde parfait. Bastien, lui, était étonnamment calme. Il sortit un petit carnet et un crayon de sa poche et se mit à dessiner, créant son propre monde pour échapper à celui-ci. Je l'admirais pour sa résilience. Je me suis forcée à manger un peu, mais chaque bouchée avait un goût de cendre. La solitude dans une foule est la pire qui soit. C'est un miroir constant de votre propre inadéquation. C'est un sentiment terrible, n'est-ce pas? Être entouré de gens et se sentir plus seul que jamais. Si vous avez déjà vécu une situation où votre propre famille vous a fait sentir comme un étranger, comme un intrus, dites-le moi dans les commentaires. Comment avez-vous réagi? Avez-vous confronté la situation, ou avez-vous, comme moi à ce moment-là, simplement essayé de devenir invisible? Vos expériences m'intéressent, car à cet instant précis, je me sentais comme la personne la plus seule de l'univers, et je ne savais pas comment me battre. Le temps s'étirait, l'oré poisseux. Chaque rire venant de la table d'honneur était comme une petite gifle. Je comptais les minutes, attendant le moment où je pourrais décemment m'éclipser sans provoquer une nouvelle scène. Puis, je l'ai vu. Grégoire. Il s'est levé, a dit quelques mots à Amandine, et a commencé à traverser la salle, un verre à la main. Il venait droit sur nous. Son pas était délibéré, son sourire était celui d'un homme qui s'approche pour achever sa victime. Mon corps s'est raidi. La trêve était terminée. Le combat allait commencer. Et je n'avais nulle part où fuir. Alors, ma sœur, on s'amuse bien dans son coin. La voix de Grégoire était mielleuse, mais ses yeux dansaient d'une lueur mauvaise. Il se tenait debout devant notre table, nous dominant de toute sa hauteur. Amandine le suivait de quelques pas, une expression indéchiffrable sur le visage. « Bonsoir, Grégoire. » « Félicitations pour ta promotion, ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Merci, merci. C'est le résultat d'un travail acharné, tu sais. Le genre de choses que tu ne peux pas vraiment comprendre. » La pique était lancée. Il a fait un geste vers sa fiancée. « Amandine, je ne crois pas que tu aies été correctement présentée. Voici Élise, ma sœur aînée. Et, son fils, Bastien. » Il a prononcé nos noms comme s'il lui écorchait la bouche. Amandine s'est avancée, ignorant complètement l'attitude de Grégoire. Elle s'est accroupie pour être au niveau de Bastien. « Salut Bastien. Je m'appelle Amandine. J'adore ton dessin. Tu me montres ?» Bastien, d'abord timide, lui a montré son carnet. Il avait dessiné un chevalier combattant un dragon. « C'est magnifique, » a dit Amandine avec un enthousiasme sincère. Tu vois, le chevalier n'est pas le plus grand, mais il est courageux. C'est ça le plus important, non? Elle a levé les yeux vers moi en disant cela, et j'ai compris que le message m'était aussi destiné. Puis, elle s'est relevée et m'a serré la main. Vraiment ravie de vous rencontrer, Élise. Son regard était intense, comme si elle cherchait quelque chose au-delà de ma robe bleue et de mon sourire fatigué. C'est là qu'elle a lancé sa première banderille, si subtile que seul un esprit attentif pouvait la saisir. C'est amusant, a-t-elle dit à la cantonade, la famille de Grégoire me rappelle un peu la mienne. Nous avons aussi une branche de la famille qui a, disons, des valeurs différentes. Ma grand-mère Odette disait toujours que certaines personnes collectionnent l'argent et les titres, et d'autres collectionnent les moments de bonté. Elle disait que les seconds étaient les seuls vrais millionnaires. Grégoire a ri, un peu mal à l'aise. Ma chère Amandine, toujours aussi philosophe. On ne va pas ennuyer ma sœur avec ça. Elle a des préoccupations plus, terre à terre. Au contraire, a rétorqué Amandine, sans le quitter des yeux. Je pense qu'Élise comprendrait parfaitement ce que ma grand-mère voulait dire. Elle s'est ensuite tournée vers moi. Grégoire m'a dit que vous travailliez dans la restauration. Ça doit être fascinant. On doit y rencontrer toutes sortes de gens. C'est un travail honnête, ai-je simplement répondu, sentant que c'était un test. C'est plus que ça, a-t-elle affirmé. C'est un travail de service. Un travail où l'on prend soin des autres. Il n'y a rien de plus noble. Chacune de ces phrases était un contrepoint direct au mépris de mon frère. Elle déconstruisait son discours de haine, pièce par pièce,
avec une élégance et une précision redoutables. Je la regardais, fasciné. Qui était cette femme? Elle n'était pas seulement belle et riche. Elle était intelligente, perspicace, manifestement, elle avait un sens aigu de la justice. Grégoire commençait à s'impatienter. Cet échange ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Il était venu pour m'humilier davantage, et voilà que sa propre fiancée me défendait indirectement. Amandine, chérie, nous devrions y aller. Les Delaunay veulent te parler de leur fondation. Une minute, a-t-elle dit, sans lui accorder un regard. Elle a sorti son téléphone. Bastien, est-ce que je peux prendre une photo de ton dessin? Ma grand-mère aurait adoré. Elle disait que l'art des enfants était la forme la plus pure de vérité. Elle a pris la photo, a remercié Bastien chaleureusement, puis s'est enfin tournée vers Grégoire, son sourire de façade de retour. J'arrive, mon amour. Alors qu'il s'éloignait, elle a jeté un dernier regard par-dessus son épaule. Un regard qui disait, tenez bon. Je suis là. Je suis restée assise, le cœur battant. Une alliée. J'avais une alliée. Et pas n'importe laquelle. C'était un retournement de situation si improbable que j'avais du mal à y croire. Cette femme, promise à mon frère, venait de déclarer silencieusement la guerre à son propre camp. L'espoir, ce sentiment que j'avais cru éteint pour la soirée, s'est rallumé en moi. Une petite flamme vacillante, mais chaude. Je ne savais pas ce qu'Amandine avait prévu, ni même si elle avait prévu quelque chose. Mais sa simple présence, sa dignité, sa gentillesse, venaient de me rendre une partie de la mienne. Le reste du repas s'est déroulé dans un brouillard. Je n'étais plus concentré sur ma propre misère, mais sur la figure d'Amandine à la table d'honneur. Je l'observais interagir, rire, discuter. Elle était comme une espionne en territoire ennemi, jouant son rôle à la perfection. Et j'attendais. J'attendais le prochain acte, avec un mélange d'effroi et d'une excitation nouvelle. La soirée n'était plus une épreuve à subir, mais un mystère à résoudre. Le moment est venu après le gâteau. Les lumières se sont adoucies, créant une atmosphère faussement intime. Grégoire, poussé par ma mère, s'est dirigé vers le podium. Le moment qu'il attendait depuis le début. Son couronnement. Mon estomac s'est transformé en un nœud de serpent glacé. Bastien, sentant la tension monter, a arrêté de dessiner et a posé sa tête sur mon bras. Grégoire a tapoté le micro. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer ce moment important avec moi. Sa voix, amplifiée, remplissait la salle. Elle était pleine d'une assurance arrogante. Il a commencé par une litanie de remerciements. Il a remercié son PDG, un mentor visionnaire. Il a remercié ses équipes, des collaborateurs exceptionnels sans qui rien n'aurait été possible, un mensonge éhonté, je savais qu'il les traitait comme des esclaves. Il a ensuite remercié Amandine, ma sublime fiancée, mon roc, ma future épouse. En entendant ces mots, j'ai vu Amandine baisser brièvement les yeux sur son assiette, son sourire se crispant imperceptiblement. Puis, le regard de mon frère s'est tourné vers la table d'honneur. Et bien sûr, comment ne pas remercier la femme la plus importante de ma vie, celle qui a toujours cru en moi, qui m'a poussé à viser l'excellence, ma mère, Martine. Ma mère a porté une main à son cœur, jouant la comédie de l'émotion à la perfection. La salle a applaudi. C'était un spectacle bien huilé, une représentation de la famille parfaite. Une imposture. J'ai cru un instant qu'il allait en rester là. Qu'il allait m'épargner. Quelle naïveté. Son regard a lentement balayé la salle, passant délibérément sur les tables les plus prestigieuses, pour finalement s'arrêter, comme un projecteur, sur notre coin sombre. Le silence s'est fait. Son sourire s'est élargi, un sourire qui n'avait rien d'humain. Ce soir, a-t-il annoncé, presque toute ma famille est là. Et je dis bien « presque », car une famille, c'est comme une entreprise. Il y a les actifs, ceux qui créent de la valeur, et il y a les passifs. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je savais où il voulait en venir. Et j'aimerais vous présenter mon passif préféré, a-t-il dit, tendant un bras théâtral dans ma direction. Ma grande sœur, Élise. Le silence était total. Chaque regard dans la pièce s'est tourné vers moi. Je me sentais nue, exposée, jugée par des centaines d'yeux.
J'ai essayé de garder la tête haute, de ne pas leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Élise est la preuve vivante, a-t-il poursuivi, sa voix dégoulinante de fausse compassion, que dans la vie, il ne suffit pas d'être gentil. Il faut avoir de l'ambition. Il faut faire des études. Il faut se battre. Elle a choisi la facilité. Pas de diplôme, pas de carrière. Résultat, serveuse. Mère célibataire. Il a craché ces derniers mots comme des insultes. Alors ce soir, pendant que nous célébrons la réussite, ayons une petite pensée pour ceux qui restent sur le quai. Il a levé son verre. Mais trêve de plaisanterie, a-t-il ajouté avec un rire gras. Je suis sûre qu'elle est très heureuse dans sa petite vie. En fait, je vous lance un défi. Si quelqu'un dans la salle est célibataire et cherche une femme qui ne lui fera pas d'ombre, ma sœur est disponible. C'est ma tournée. L'humiliation était absolue. C'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Il ne m'avait pas seulement rabaissé, il m'avait offert en pâture, il m'avait déshumanisé. Quelques personnes, les plus serviles ou les plus ivres, ont esquissé un rire gêné. La plupart des invités fixaient leur assiette, visiblement mal à l'aise. Mais le cauchemar n'était pas fini. Ma mère, voyant peut-être que la blague était mal passée, s'est emparée du micro à sa table. Oh, mon fils a un humour si décapant, a-t-elle gloussé. Mais pour être sérieuse une minute, si l'un de vous cherche une employée de maison fiable et pas chère, ma fille est très douée. Elle a beaucoup d'expérience pour servir les gens. Elle m'a fait un clin d'œil. Seul petit défaut, le poste vient avec un enfant inclus. C'en était trop. J'ai senti quelque chose se briser en moi. À côté, Bastien a éclaté en sanglots, un son déchirant. Maman, pourquoi ils disent ça? On s'en va, s'il te plaît, on s'en va. Sa voix a été mon électrochoc. J'ai repoussé ma chaise si violemment qu'elle a failli tomber. J'ai pris mon fils dans mes bras. Oui, mon amour. On s'en va. Maintenant. J'allais leur tourner le dos, leur offrir ma fuite en guise de victoire. Mais une voix a claqué dans le silence, claire et puissante. Non. Vous ne partez pas. La voix venait du podium. C'était Amandine. Elle venait de se lever, et elle tenait le micro. Son visage n'exprimait plus la colère froide, mais une fureur volcanique. Le vrai spectacle allait enfin commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le silence dans le salon était si profond qu'il en était presque assourdissant. Tous les visages, y compris celui, décomposé, de mon frère, étaient tournés vers Amandine. Elle se tenait droite, telle une statue de la justice, le micro à la main. Je vous demande pardon, a-t-elle commencé, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. Je sais que ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais il y a des moments où le silence devient une forme de complicité. Et je refuse d'être complice de cette abomination. Elle a laissé le mot flotter dans l'air, lourd de sens. Je devais, ce soir, célébrer la réussite de l'homme que j'allais épouser. À la place, je viens d'assister à la démonstration publique de sa faillite morale. Et de celle de sa mère. Martine a eu un hoquet d'indignation, mais la force du regard d'Amandine l'a cloué sur sa chaise. Grégoire, a dit Amandine, en se tournant lentement vers lui. Il a reculé d'un pas, comme s'il avait peur d'elle. Tu m'as menti. Depuis le premier jour. Tu t'es construit une image d'homme brillant, ambitieux, respectable. Mais ce n'est qu'une façade. Derrière, il n'y a que de l'insécurité, de la jalousie et une cruauté abyssale. Elle a fait un pas vers lui. Tu m'as présenté ta sœur, Élise, comme un cas social. Une ratée. Mais sais-tu qui est vraiment Élise? Elle s'est tournée vers l'assemblée médusée. Je vais vous le dire. Élise est la femme qui, il y a 6 ans, a pris soin de ma grand-mère, Odette, quand elle était malade et seule. Elle ne faisait pas que nettoyer sa maison. Elle lui lisait des livres. Elle écoutait ses histoires. Elle lui tenait la main quand elle avait mal. Elle lui a rendu sa dignité. Sa voix s'est étranglée d'émotion. Ma propre grand-mère, dans ses lettres,
l'appelait son ange de lion. Elle disait qu'Élise avait plus de classe et de noblesse dans son petit doigt que toutes les femmes en robe de soie qu'elle avait connues. Et elle avait raison. Je sentais les larmes couler sur mes joues, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de reconnaissance. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Amandine, son regard revenant, dur comme le diamant, sur Grégoire. Cette semaine, cet homme, brillant et respectable, n'a rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer une lettre anonyme et diffamatoire à l'école du fils d'Élise. Un garçon de 10 ans. Il a tenté de salir la réputation d'une mère aimante et de faire du mal à un enfant, par pure méchanceté. Voilà le véritable visage de l'homme que vous applaudissiez il y a 10 minutes. Un murmure d'horreur a parcouru la salle. Le visage de Grégoire était passé du blanc au gris. Il bégayait, cherchant ses mots. Amandine, tu ne peux pas, c'est un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, Grégoire. J'ai tout compris. Et là, devant tout le monde, elle a accompli le geste fatal. Elle a retiré la bague de fiançailles de son doigt. L'énorme diamant, symbole de leur union, semblait soudain faux et sans éclat. Cette bague, a-t-elle dit, est aussi vide de sens que l'homme qui me l'a offerte. Elle ne la lui a pas rendue. Elle l'a tenue en l'air, puis s'est approchée de la table d'honneur, et l'a délicatement déposée dans le verre de champagne à moitié plein de ma mère. Le « ploc » discret a été le son le plus violent de la soirée. Je crois qu'elle ira mieux avec votre tenue, Martine. Vous qui aimez tant ce qui brille, sans vous soucier de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, elle m'a complètement ignorée, ainsi que ma mère et mon frère, et elle est descendue du podium. Elle a traversé la salle, fendant la foule silencieuse comme un brise-glace. Les gens s'écartaient sur son passage. Elle est arrivée à notre table. Elle s'est agenouillée devant Bastien, qui la regardait avec des yeux immenses. N'oublie jamais, Bastien, lui a-t-elle dit doucement, le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'être bon et juste, même quand c'est difficile. Ta maman est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle s'est relevée. Son regard a croisé le mien. Toute la fureur avait disparu de son visage, remplacée par une douce chaleur. Elle m'a tendu la main. Maintenant, on peut y aller, Élise. Notre soirée ne fait que commencer. J'ai hésité une seconde, regardant ce chaos, cette destruction. Puis j'ai regardé sa main tendue. Ce n'était pas une main qui offrait la pitié. C'était une main qui offrait un avenir. J'ai pris sa main. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment, profondément, puissamment libre. Le hall de l'hôtel semblait appartenir à un autre monde, une autre vie. En franchissant les grandes portes vitrées, l'air frais de la nuit nous a enveloppés comme une bénédiction. J'ai inspiré profondément, comme si c'était la première fois depuis des années. Derrière nous, la fête était morte, assassinée par la vérité. Le voiturier, abasourdi, a amené la voiture d'Amandine. Le silence dans l'habitacle était presque sacré. Bastien, blotti contre moi sur la banquette arrière, s'est endormi en quelques minutes, un petit sourire aux lèvres, comme si même dans ses rêves, il savait que nous étions enfin en sécurité. Amandine n'a pas démarré tout de suite. Elle est restée les mains sur le volant, regardant droit devant elle. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé, sa voix retrouvant une douceur que je ne lui connaissais pas. « Je ne sais pas » ai-je répondu honnêtement. « Je me sens vide. Et pleine. C'est étrange. » « C'est le bruit de vos chaînes qui tombent » a-t-elle dit avec une sagesse surprenante. Elle a conduit à travers Lyon, sans destination précise. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pare-brise comme des larmes de joie. Elle a fini par se garer sur les quais de Saône, non loin de l'endroit où mon père m'avait réconforté 20 ans plus tôt. La coïncidence était poignante. « Je crois qu'on a besoin d'un vrai chocolat chaud » a-t-elle décrété. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un petit café qui fermait tard. Bastien dormait toujours dans la voiture, juste en face de nous. La serveuse nous a apporté 2 grandes tasses fumantes. Le simple réconfort de la chaleur dans mes mains était un baume. « Pourquoi ?» ai-je finalement demandé. « Pourquoi avoir fait tout ça ? Pour moi ?» Amandine a pris une gorgée de son thé avant de répondre. « Au début, non » a-t-elle admis. « Au début, je l'ai fait pour ma grand-mère. Et un peu pour moi.
J'étais sur le point de faire une erreur monumentale en épousant Grégoire. Ces mensonges sur vous ont été le catalyseur qui m'a ouvert les yeux sur tous les autres. Elle m'a raconté la pression de sa propre famille. La nécessité de faire un beau mariage, de s'allier à un nom, à une carrière. Dans mon monde, Élise, un homme comme Grégoire est considéré comme un excellent parti. Personne ne se soucie de savoir s'il a une âme. J'étais en train de me conformer, de suivre le chemin tout tracé. Et puis, il y a eu vous. Elle a continué, en découvrant qui vous étiez vraiment, j'ai vu le contraste. Entre son monde de faux-semblants et votre vie, si difficile mais si authentique. Entre son arrogance vide et votre dignité silencieuse. Vous m'avez rappelé les valeurs de ma grand-mère. Vous m'avez rappelé qui je voulais être. Alors ce soir, en vous défendant, je me suis défendu moi-même. J'ai brisé mes propres chaînes en même temps que les vôtres. Ces mots étaient d'une honnêteté désarmante. Nous n'étions pas si différentes. Deux femmes, chacune piégée à sa manière dans une cage dorée ou non. Odette parlait tout le temps de vous, a-t-elle repris, un sourire nostalgique aux lèvres. Elle disait que vous aviez des mains qui réparent et un cœur qui écoute. Elle était fascinée par votre courage de mère célibataire. Elle vous admirait, Élise. Profondément. Entendre cela a été comme recevoir une bénédiction du passé. La validation de cette vieille dame que j'avais tant aimée comptait plus pour moi que tous les diplômes du monde. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, ai-je avoué, regardant le fond de ma tasse. Tout est en suspens. Non, a dit Amandine avec fermeté. Tout commence. C'est différent. Elle a sorti un stylo et a écrit une adresse sur une serviette en papier. Lundi matin, à 10 heures. C'est l'adresse de mon bureau. Je suis en train de monter ma propre société de conseil. J'ai une idée. Une idée qui vous concerne. Qui nous concerne. Elle a ensuite sorti la carte de visite de Maître Dubois. Et la première chose à faire, c'est de sécuriser l'avenir de Bastien. Cet avocat est un pitbull. Il ne lâchera pas l'affaire tant que justice ne sera pas faite pour le fond de votre père. Elle me donnait un plan. Un chemin. Une perspective. En l'espace de quelques heures, cette femme avait non seulement détruit mes ennemis, mais elle était en train de me construire un nouvel avenir. En la quittant cette nuit-là, après qu'elle m'ait redéposé devant mon immeuble, je me suis senti envahi par un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Un espoir immense, vertigineux. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre douloureux. C'était la première page blanche d'un livre entièrement nouveau, et pour la première fois, je sentais que j'avais le droit de tenir le stylo. L'année qui a suivi a été un tourbillon. Un chaos constructif. L'idée d'Amandine, griffonnée sur une serviette en papier, a pris forme, a grandi, et est devenue notre réalité. Les Anges d'Odette n'étaient plus un rêve, mais une entreprise florissante, avec des bureaux lumineux donnant sur le parc de la Tête d'Or. Le concept était simple, né de nos deux histoires, offrir des services d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées qui allaient bien au-delà du simple gardiennage. Nous proposions de la compagnie, des lectures, des sorties culturelles, une aide administrative, une présence bienveillante et intelligente. Je me suis occupé du recrutement et de la formation de notre personnel, que j'appelais nos anges. Je leur ai transmis tout ce que j'avais appris instinctivement au chevet d'Odette, l'écoute, le respect, la patience. Mon expérience, autrefois source de mépris, était devenue mon plus grand atout professionnel. Amandine, avec son génie des affaires et son réseau, s'occupait de la stratégie et du développement. Nous étions un duo improbable, mais redoutablement efficace. Le succès a été immédiat et fulgurant. Les familles de Lyon s'arrachaient nos services, fatiguées des solutions impersonnelles et cherchant une véritable humanité. Pendant que notre étoile montait, celle de ma famille s'éteignait. Maître Dubois, le pitbull, avait fait des merveilles. Son audit du fonds fiduciaire de Bastien a révélé des années de mauvaise gestion créative, un euphémisme pour vol. Confrontés à un dossier en béton, Grégoire et Martine ont dû vendre la grande maison de famille pour rembourser jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. La menace d'un procès pénal a été l'épée de Damoclès qui les a forcés à coopérer. La chute sociale de Grégoire a été vertigineuse. La vidéo de la fête, bien que jamais rendue publique, a circulé en privé dans les cercles financiers et mondains.
On ne lui pardonnait pas tant sa cruauté que son erreur de jugement, avoir été publiquement humilié et abandonné par une fiancée aussi en vue qu'Amandine. Dans son monde, c'était le péché capital. Il a perdu son poste de directeur, a été relégué à des tâches subalternes. Aux dernières nouvelles, il luttait contre une dépression sévère et un problème d'alcool. Ma mère a tout perdu en même temps, sa maison, son statut, son fils, parfait, et surtout, son public. Ses amis l'ont rayée de leur liste d'invitations. Elle était devenue un paria, un rappel embarrassant qu'un vernis social peut craquer. Un soir, alors que je travaillais tard au bureau, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai décroché. C'était elle. Sa voix était faible, hésitante. Élise ? Oui. Un long silence. Puis, un torrent de larmes et de mots confus. Je suis désolée. Élise, je suis tellement désolée. Je sais que j'ai été une mère monstrueuse. J'étais obsédée, par l'argent, par l'image. Je ne voyais rien d'autre. Ton frère, il est détruit. Je suis seule. Je n'ai plus personne. Elle pleurait, non pas de remords, je le sentais, mais d'apitoiement sur son sort. C'était la plainte d'une reine déchue, pas les excuses d'une mère. J'ai écouté, sans rien dire. La vieille Élise aurait ressenti de la pitié. Elle se serait sentie coupable. Elle aurait proposé son aide. Mais la nouvelle Élise, celle qui avait construit sa propre vie, savait que certaines dettes ne peuvent être remboursées. « Que veux-tu, maman ?» ai-je demandé, ma voix dénuée d'émotion. « Je ne sais pas. Te voir ? Parler ? Que tu me pardonnes. » J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à mon fils, à mon père, à Amandine. J'ai pensé à toutes les humiliations, à toutes les nuits blanches. Et j'ai su ce que je devais faire. Je te pardonne, maman. Un hoquet de surprise et de soulagement a retenti à l'autre bout du fil. Oh, Élise, vraiment ? Tu es une sainte ? Non, je l'ai coupé, fermement. Ne te méprends pas. Je te pardonne parce que je ne veux plus porter le poids de la haine. Je le fais pour moi, pour être en paix. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne signifie pas que nous pouvons effacer le passé et redevenir une famille. Cette famille-là n'a jamais vraiment existé. Je te souhaite de trouver de l'aide, pour toi et pour Grégoire. Mais mon chemin est ailleurs maintenant. Je dois protéger ma nouvelle vie, et mon fils. Je te souhaite le meilleur. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un calme profond, la sérénité de celui qui a enfin refermé une porte sur un passé douloureux. J'étais libre. Complètement et irrévocablement libre. La roue avait tourné, et j'étais enfin aux commandes. L'automne à Lyon a des couleurs d'une beauté poignante. Ce jour-là, au cimetière de Loyasse, qui surplombe la ville, le soleil doux filtrait à travers les feuilles des érables, peignant le sol de taches de lumière dorée et cramoisie. C'était un jour parfait pour la paix. Nous étions 3 à gravir la petite allée silencieuse. Moi, Amandine, et Bastien. En un an, il s'était transformé. Il avait grandi, sa voix avait commencé à muer, et il avait acquis une assurance tranquille qui me remplissait de fierté. Il n'était plus le petit garçon craintif qui se cachait derrière mes jambes. Il était devenu un jeune adolescent bien dans sa peau, qui savait qu'il était aimé inconditionnellement. Amandine était devenue plus qu'une amie ou une associée. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue. Notre lien, forgé dans le feu d'une soirée improbable, était devenu l'un des piliers de ma vie. Elle était la marraine de cœur de Bastien, sa confidente, son modèle de femme forte et indépendante. Nous sommes arrivés devant les 2 tombes. Grâce à l'influence d'Amandine, nous avions pu obtenir une concession où la tombe de sa grand-mère Odette avait été déplacée pour reposer à côté de celle de mon père. Les grands esprits doivent rester ensemble, avait-elle simplement dit. J'ai posé un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de mon père, sur sa tombe. J'ai caressé la pierre froide. Salut papa, ai-je murmuré, un sourire aux lèvres. Je crois que tu serais content. J'ai enfin compris ce que tu essayais de m'apprendre. La valeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'on accumule, mais à ce qu'on construit. Et regarde ce qu'on a construit.
Amandine a déposé un pot de bruyère rose sur la tombe d'Odette. Bonjour grand-mère. Je te présente officiellement Élise et Bastien, même si tu les connais déjà. J'espère que tu es fière de nous. On essaie de faire honneur à ton nom et à ton cœur. Puis ce fut au tour de Bastien. Il n'avait pas de fleurs. Il a sorti de son sac à dos un cadre en bois qu'il avait fabriqué lui-même. À l'intérieur, ce n'était pas un dessin, mais une photo. Une photo prise la semaine précédente, lors de l'inauguration de nos nouveaux locaux. On y voyait Amandine et moi, riant aux éclats, Bastien entre nous deux, le bras passé autour de nos épaules. Nous formions un trio improbable, une famille choisie, rayonnante de bonheur. Il a délicatement posé le cadre entre les deux tombes. Comme ça, vous pouvez nous voir, a-t-il dit. Et vous voyez qu'on va bien. Les larmes me sont montées aux yeux. Des larmes de gratitude pure. Pour ce fils merveilleux. Pour cet ami extraordinaire. Pour ce père qui, même par-delà la mort, continuait de me guider. En regardant la ville de Lyon s'étendre à nos pieds, j'ai eu une prise de conscience. Ma mère et mon frère, dans leur quête effrénée de richesse et de statut, avaient tout perdu. Moi, qui n'avais, selon eux, rien, je possédais en réalité tous les trésors du monde, l'amour, l'amitié, le respect de soi, et un but. C'était ça, la vraie richesse. J'ai regardé droit devant moi, comme si je m'adressais à vous tous, qui écoutez mon histoire. Ils ont tout fait pour m'enterrer, pour me réduire au silence, pour me convaincre de ma propre inutilité. Mais ils avaient oublié un détail crucial, ils ne savaient pas que j'étais une graine. Et que parfois, c'est dans la terre la plus sombre que l'on trouve la force de pousser vers la lumière. Ne laissez jamais, au grand jamais, les jugements des autres devenir votre réalité. Ne laissez personne éteindre votre lumière intérieure, même si cette personne partage votre sang. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de vos diplômes, de votre compte en banque ou de votre statut social. Elle réside dans votre capacité à rester digne face à l'humiliation, à être bon dans un monde qui peut être cruel, et à vous relever, encore et encore, chaque fois que l'on vous met à terre. La famille, ce n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle que l'on se choisit. C'est celle qui vous voit, qui vous soutient, et qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous représentez. Si mon histoire a trouvé un écho en vous, partagez-la. Vous ne savez jamais qui, autour de vous, a peut-être besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et dites-moi dans les commentaires, qui est votre famille de cœur? Qui est cet ange qui est entré dans votre vie et a tout changé? J'ai hâte de vous lire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez soin de vous, et de vos graines.